Et nous sommes actuellement en direct sur Facebook. Merci à vous qui nous rejoignez pour ce webinaire sur les programmes jeunes professionnels au sein des carrières ONU et au sein des opérations de maintien de la paix de l'ONU. On va commencer la session dans quelques minutes. On va laisser encore le temps à nos participants de nous rejoindre. Je remercie d'ores et déjà nos différents intervenants qui prennent le temps de nous joindre de plein d'endroits du monde, de Lomé, de New York. Merci à vous d'être là. Je vois Fessou que vous avez une main levée. Alors, on attend encore une de nos intervenantes. Il est 15h29. On va se laisser jusqu'à 15h34, 35 heures de Bruxelles à peu près avant de commencer. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue sur ce webinaire de présentation aux opportunités de carrière au sein de l'ONU et aux opportunités de carrière plutôt destinées aux jeunes professionnels, aux jeunes qui entrent dans la vie active. On sera là pour répondre à vos questions. Vous avez dans le système de Zoom un espace qui s'appelle Q&R, questions-réponses. N'hésitez pas tout au long de cet événement à poser vos questions sur cette plateforme et puis on essaiera d'en sélectionner quelques-unes avec ma collègue pour les poser à nos intervenants ici présents. Alors, on va donner encore quelques minutes à nos participants pour venir nous rejoindre pour cette session d'information sur les opportunités de carrière pour les jeunes. Je voudrais m'assurer que tous les intervenants m'entendent bien. Si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à me faire un signe à moi ou à ma collègue Anne Nguyen ou à Asma à la technique. Je vois que tout le monde a l'air de bien nous entendre, c'est parfait. Pour vous faire patienter encore quelques minutes, c'est peut-être le moment de vous proposer la vidéo de présentation du projet REFOP, qui est donc le projet qui nous permet aujourd'hui d'organiser cette session. Le REFOP, c'est le réseau d'expertise et de formation francophone aux opérations de paix. Je ne sais pas si Asma, on peut lancer la vidéo. C'est parti.
Alors, pour ceux qui se posent la question, je vous confirme que malheureusement, on n'a toujours pas réussi à régler le problème du son. Mais je vous rassure, c'est juste une musique d'illustration. Merci à toutes et à toutes qui nous rejoignez aujourd'hui pour cette session. On est 46 présents. Je vous propose qu'on se lance donc dans ce webinaire en ligne de présentation des opportunités de carrière pour les jeunes au sein des Nations Unies. D'abord, merci à vous de nous rejoindre à travers le monde. Je voudrais remercier également les différents intervenants qui sont présents aujourd'hui et qui prennent le temps de venir proposer des clés de compréhension et vous aider à envisager et à candidater au sein des différents programmes destinés aux jeunes au sein des Nations Unies. D'abord, je voudrais vous signaler qu'on est en live sur Facebook, ce qui veut dire que cette vidéo, à tout moment après l'enregistrement, sera disponible sur notre page Facebook. Donc, s'il y a des éléments sur lesquels vous voulez revenir, s'il y a des informations que vous n'avez pas eu le temps de saisir, n'hésitez pas à revenir, à visiter notre page Facebook afin de vous informer à nouveau, de revenir sur certains éléments de cet échange. Et puis, n'hésitez pas aussi à faire circuler cette vidéo auprès de vos amis, de vos collègues, de vos étudiants proches, pour leur faire parvenir toutes ces infos. L'objectif de cet échange, il est essentiellement informationnel. On est là pour vous donner des clés de compréhension. Comme je l'ai signalé tout à l'heure, il y a un système de chat dans la barre en bas qui s'appelle Q&R. Si vous avez envie de poser des questions à tout moment à nos experts, posez-les dans ce système et puis sélectionnera quelques-unes pour les leur poser. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Solène Gemier, je suis chargée de recherche au sein du GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. C'est un centre de recherche qui est basé en Belgique. C'est un centre qui gère plusieurs projets, notamment ce projet REFOP, qui s'appelle le réseau d'expertise et de formation francophone aux opérations de paix, qui est hébergé sur le site de l'Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix. Cet événement est organisé en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie et je tiens particulièrement à remercier ma collègue Clémence Bûcher-Couzy qui est derrière l'organisation de cet événement, qui n'a pas pu être là aujourd'hui malheureusement parce qu'elle est malade, mais on la remercie à elle. Pour vous en dire un petit peu plus sur le projet REFOP, donc c'est le réseau d'expertise et de formation francophone aux opérations de paix. Il a été créé en 2014 par l'Organisation internationale de la francophonie. Vous pouvez retrouver le lien dans la discussion. Mes amis de la modération vont vous mettre un lien vers une description complète de ce projet si vous voulez en savoir plus. Pourquoi ce projet? Pourquoi il est intéressant? Ce projet, il vise à promouvoir et à accroître la part des acteurs francophones dans le maintien de la paix. Il part d'un constat de base qui est que les 3 plus grandes opérations de paix des Nations Unies, ils sont déployés en environnement francophone sur le continent africain, la MINUSMA au Mali, la MINUSCA en RCA et la MONUSCO en RDC. Or, quand on regarde statistiquement les personnels qui travaillent dans ces missions, on se rend compte que ces missions manquent encore de locuteurs francophones.
En avril 2023, moins de 28% des personnels en uniforme sont francophones. Et quand on regarde plus particulièrement la participation des femmes en uniforme francophone, elle est encore plus marginale. C'est environ 2% des troupes déployées. De manière générale, dans les 3 grandes missions de maintien de la paix que je viens de citer, on retrouve environ 38% de casques bleus francophones présents sur le terrain. Ce qui est un peu dommage quand on sait que ce sont des espaces où la maîtrise du français peut aider le travail de la mission sur le terrain. Alors, sur la base de ce constat, le REFOP il s'est donné différentes missions à travers différentes activités. C'est ce que je vais vous présenter maintenant. C'est ce que vous avez pu voir un petit peu dans la vidéo aussi qui est passée devant vous. À travers ce projet, d'abord, on a des activités statistiques. On essaie de rassembler des données qui nous permettent d'avoir une meilleure vue sur la participation francophone aux opérations de paix. On a aussi un répertoire des centres de formation au maintien de la paix. On essaye aussi de développer un vivier d'experts francophones dans le maintien de la paix. Donc, si vous connaissez des professionnels qui sont déjà confirmés dans le secteur de l'ONU et dans des domaines de compétences en lien avec le maintien de la paix, je parle de gens qui ont au moins 5 ans d'expérience, n'hésitez pas à les renvoyer vers nous parce qu'on est intéressé pour les rajouter à notre vivier. Et puis à côté de ça, on met à disposition toute une série de ressources institutionnelles pour aider les acteurs qui souhaiteraient candidater aux opérations de paix ou mieux comprendre le système onusien. Et ben, toutes ces ressources sont à votre disposition sur notre site web. Un des objectifs qu'on s'est fixé, c'est de favoriser l'emploi des francophones dans le maintien de la paix. Pour ce faire, le réseau REFOP il sensibilise les professionnels avant tout civils, mais aussi les personnels en uniforme aux opportunités de carrière au sein du département des opérations de paix et aussi au sein des différentes missions de maintien de la paix qui sont déployées sur le terrain. Par exemple, toutes les semaines, nous diffusons une sélection d'offres d'emploi, qu'elles soient au sein du secrétariat des Nations Unies à New York ou bien dans les missions de maintien de la paix où le besoin d'expertise francophone se fait sentir. Je vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux si vous souhaitez être informé, suivre notre petite information sur ces offres d'emploi. Toutes les offres d'emploi sortent toutes les semaines, tous les lundis après-midi, si je ne me trompe pas. On me fait signe que oui. Donc, gardez un œil sur notre compte Twitter, notre compte LinkedIn, notre compte Facebook, si vous voulez être informé de ces opportunités de carrière. On va vous mettre également le lien vers la partie de notre site où vous pouvez retrouver l'ensemble de ces offres d'emploi. Une autre façon de promouvoir l'emploi des francophones au sein du maintien de la paix, c'est aussi d'organiser des webinaires comme celui qui se tient aujourd'hui sur les opportunités de carrière au sein des opérations de paix de l'ONU. On en a déjà organisé 4. Le premier portait déjà sur un programme réservé aux profils juniors, sur le programme des volontariats des Nations Unies. Le deuxième portait sur ce qu'on appelle le vivier Senior Women Talent Pipeline, qui visait à recruter des femmes déjà plus avancées dans leur carrière. Et puis, le troisième portait sur les processus de candidature aux postes civils internationaux de l'ONU type P1 à P4. Ce sont entre guillemets les postes les plus classiques sur lesquels on peut postuler au sein des opérations de paix et au sein de l'ONU. Et le dernier en date portait sur ce qu'on appelle les listes de réserve ou les listes de roster, qui sont des viviers de ressources et de CV que l'ONU crée en amont d'un possible recrutement. Si vous êtes intéressé par ces différents webinaires qui ont déjà eu lieu, vous pouvez retrouver tous les enregistrements sur notre page Facebook. Ils sont disponibles en intégralité. Vous pouvez les voir, les revoir, les partager. Donc, si un de ces 4 sujets vous intéresse également, n'hésitez pas à aller voir. On va vous transmettre normalement dans le chat aussi un lien vers la page qui recense l'ensemble de ces webinaires. Alors aujourd'hui, on va plus particulièrement s'intéresser aux opportunités qui concernent les jeunes. Alors, quand on parle de jeunes, on parle de gens qui sont au sortir des études ou qui ont 1, 2, 3 années d'expérience.
L'objectif de ce webinaire, c'est de vous informer sur les différentes options à votre disposition, de vous donner les clés pour comprendre les différentes étapes de candidature et vous encourager à le faire. Pourquoi? Parce que les jeunes francophones sont particulièrement recherchés sur ce type de poste. Il n'y en a pas assez. Et ce qu'on se constate aussi, c'est que les jeunes francophones, qu'ils soient issus du continent africain ou d'ailleurs, n'osent pas candidater à ce type de poste. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner envie d'oser et d'aller candidater à ce type de poste. Pour ce faire, j'ai avec moi 5 personnes. Tout d'abord, nous allons entendre Grégory Robert, qui est spécialiste de programme maintien de la paix et consolidation de la paix au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, qui introduira cet événement. Ensuite, on va se pencher plus particulièrement sur les différents programmes jeunes qui offrent des postes et des responsabilités très variées sur le terrain et dans les sièges. Ces programmes, ils permettent donc aux jeunes talents de débuter leur carrière de fonctionnaire international au sein du secrétariat de l'ONU et ses départements associés. Alors, en tout et pour tout, il y a 4 programmes qui sont dédiés à la jeunesse. Aujourd'hui, on va vous en parler de 2 en particulier. Je vais quand même vous signaler l'ensemble des options possibles. Donc, vous pouvez candidater en tant que jeune à l'ONU via un stage, via un programme qui s'appelle le Young Professional Program ou Programme Jeunes Administrateurs. Et puis aujourd'hui, on va se pencher plus particulièrement sur 2 autres programmes, le Junior Professional Officer ou Jeune Expert Associé et le programme VNU, Volontariat des Nations Unies. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les 2 programmes sur lesquels malheureusement on n'aura pas le temps de se concentrer aujourd'hui. D'abord, le programme stage, c'est un programme qui est le plus souvent d'une durée de 2 à 6 mois avec des activités qui sont non rémunérées. Ce sont des expériences enrichissantes qui servent souvent de point de départ pour s'intégrer et découvrir le domaine de la diplomatie internationale. Cependant, les limites de ce programme-là, c'est que les candidats doivent subvenir à leurs besoins le temps du stage, ainsi que les frais de voyage et de visa qui sont également à leur charge. Si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver l'ensemble des offres de stage sur le site de l'ONU qui s'appelle ONU Carrière. Et puis, on n'aura effectivement pas le temps de s'occuper d'un autre programme qui s'appelle le programme Jeunes Administrateurs. C'est un programme qui s'intéresse déjà à des gens qui ont un tout petit peu d'expérience, un niveau un petit peu plus supérieur, avec des lauréats qui sont recrutés à des postes qu'on appelle P1, P2 au niveau de l'ONU, soit administrateurs de classe débutante. Aujourd'hui, comme je vous l'ai signalé, on va donc se concentrer sur 2 autres programmes, le programme Jeunes Experts Associés et le programme Volontariat des Nations Unies. J'ai avec moi 4 experts qui vous parleront de ces différents éléments et que je tiens à remercier aujourd'hui de prendre le temps pour nous. Tout d'abord, il y a Alexia Tambi qui est chargée de ressources humaines pour le programme Jeunes Experts Associés à New York. Qui nous présentera ce programme, ses différentes modalités et les différentes voies pour y candidater. Nous aurons également la chance d'écouter le témoignage de Ophélie Musetta, qui nous parlera de son expérience en tant que jeune expert associé au sein du département des opérations de paix à New York. Et puis, dans un second temps, on s'intéressera au second programme que je vous ai mentionné, le programme des VNU, volontaires des Nations Unies. On aura dans un premier temps une présentation de Fessou Lawson, qui est associé aux opérations en charge du recrutement des volontaires des Nations Unies à Lomé. Il nous parlera de ce programme, de ses modalités et des différentes voies pour candidater. Et puis, nous entendrons le témoignage de Ramasamy Megawali Vishla, qui partagera son expérience en tant que volontaire au sein de la MONUSCO, qui est la mission de l'ONU en RDC. Après chacune de ces présentations, donc à la fin de la présentation sur le JPO et puis dans un second temps à la fin de la présentation sur les VNU, on prendra un petit peu de temps pour regarder vos questions dans le chat, essayer de les sélectionner et prendre un temps de questions-réponses. Si au moment de la présentation, que ce soit de Alexia, de Ophélie sur les JPO, ou bien au moment de la présentation de Fessou et Visha sur le VNU, si à ce moment-là vous avez des questions, posez-les au fur et à mesure dans le chat. On sera preneur et on sera content de clarifier tout ce dont vous avez besoin.
Avant de passer la parole à notre ami Grégory Robert, je tenais encore à remercier l'Organisation internationale de la francophonie, qui est notre partenaire pour cet événement et pour l'ensemble des activités du REFOP, que ce soit les offres d'emploi, les webinaires, les statistiques du maintien de la paix. C'est grâce à l'OIF qu'on peut aujourd'hui vous proposer ces opportunités. Sans plus attendre, je vais donc laisser la parole à Monsieur Grégory Robert du programme Maintien de la paix au sein de l'OIF. Merci beaucoup, Solène, et à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Je ne serai pas très long. Déjà, d'abord, à vous dire à quel point je suis très content d'être là, d'assister à cette rencontre. Et je voulais premièrement remercier moi aussi tous les partenaires qui sont là pour cette discussion, l'Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix et le GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Remercier aussi nos collègues du secrétariat de l'ONU à New York ainsi que ceux du programme des volontaires des Nations Unies. Merci beaucoup aussi à Ophélie et Vécha pour nous donner la chance d'entendre leur témoignage en tant que respectivement jeune experte jeune experte associée et actuelle volontaire des Nations Unies à la MONUSCO. Donc, merci beaucoup pour ça. Un autre point aussi sur lequel je voulais insister, c'était rappeler pourquoi la francophonie organise ce type de rencontre. Solène l'a dit, notre objectif, c'est de renforcer la participation francophone dans les opérations de paix. Pourquoi? Parce que la majorité des opérations de paix sont déployées dans l'espace francophone. On sait que la diversité linguistique et la diversité culturelle facilitent les interactions avec les autorités, les populations locales des pays hôtes des missions et, in fine, contribuent à la performance des missions. Donc, c'est pour ça qu'on veut renforcer cette présence francophone et c'est d'autant plus important pour nous que la participation des francophones aujourd'hui reste relativement limitée. Donc là, Solène aussi a été très précise en donnant des chiffres, des données statistiques sur le niveau de participation des francophones aux opérations de paix. Vous dire aussi que pour réaliser cet objectif de renforcement de la participation des francophones dans les opérations de paix, nous avons plusieurs outils, dont le réseau d'expertise et de formation francophone pour les opérations de paix, le REFOP. Un des objectifs, c'est notamment de valoriser l'expertise francophone en matière de maintien de la paix et aussi de mettre à la disposition des francophones des outils et des ressources pour accroître leur employabilité dans les métiers des Nations Unies en lien avec le maintien de la paix. Donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre du REFOP et comme Solène le disait, je vous invite à suivre régulièrement la page internet du site de l'Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix, à vous abonner à ces réseaux sociaux pour être tenu au courant des prochaines rencontres que pourra être amené à organiser l'Observatoire Boutros-Ghali dans le cadre du REFOP. Un dernier mot pour dire que cette thématique est d'autant plus importante pour la francophonie que la jeunesse, c'est un axe transversal et prioritaire dans toutes nos actions, y compris celles qui sont menées dans le domaine du maintien de la paix. Et ce thème, les postes pour les jeunes, pour un début de carrière dans le maintien de la paix au sein des Nations Unies, je trouve qu'il est d'autant plus pertinent que lorsqu'on est jeune, on a très peu d'expérience, très peu d'informations sur le système des Nations Unies et on ne sait pas trop comment faire pour mettre un pied dans le système. Et je le dis, enfin, je parle en connaissance de cause parce que quand moi-même j'étais plus jeune, donc j'avais pas mal de difficultés à avoir de l'information. Donc voilà quelques mots d'introduction et je vous souhaite d'échanger de manière très fructueuse, d'avoir des échanges les plus concrets, les plus pratiques et les plus opérationnels possibles. Et ça, je fais confiance à nos intervenants. Donc, n'hésitez pas aussi, vous, chers participantes et participants, à également poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse
vous donner l'information qui vraiment est la plus intéressante et la plus pertinente pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Grégory Robert, de l'Organisation internationale de la francophonie. Je vais donc, sans plus attendre, passer la parole à notre première intervenante de la journée, Alexia Tambi. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes chargée de ressources humaines pour le programme JPO, Jeune Expert Associé à New York. Vous allez nous présenter donc ce programme, les différentes modalités de candidature et puis les outils ou petits tips dont on a besoin pour pouvoir candidater efficacement. Tout à fait. Donc, bonjour à tous, je suis Alexia Tambi. Voilà, je tiens juste à signaler que la présentation, les slides sont en anglais, mais je vais bien présenter en français. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc voilà, je vais vous présenter le programme Junior Professional Officers ou JEA en français, Jeune Expert Associé. Donc ce programme peut être considéré comme un programme de formation destiné à de jeunes professionnels. Alors pour la France, c'est entre 28 et 32 ans, mais l'âge dépend en fait des pays qui sponsorisent le programme. Ce programme permet de donner la possibilité de gagner de l'expérience dans le domaine de la coopération internationale, multilatérale et de contribuer aux objectifs de développement durable fixés par l'agenda 2030. Donc c'est une belle porte d'entrée pour des personnes qui désirent rejoindre les Nations Unies et qui n'ont jamais eu d'expérience auparavant dans le système onusien. Et on peut le considérer comme un tremplin de carrière. Voilà, c'est pour ceux qui souhaitent continuer après au sein des organisations internationales. À ce jour, on compte environ 700 JEA dans le système de l'ONU et dont 300 JEA dans le secrétariat des Nations Unies. Et donc moi, je vais vous parler particulièrement du programme JEA administré par le département des affaires économiques et sociales et qui se rapporte au système, qui se rapporte au secrétariat des Nations Unies. Donc, on se limitera à ce scope-là. Donc, qu'est-ce qu'on entend par secrétariat des Nations Unies? Donc, il s'agit des bureaux au siège, donc à New York, Genève, Nairobi, Vienne, mais aussi des bureaux terrain, des bureaux au sein des missions de la paix, des missions politiques spéciales, des bureaux des coordinateurs résidents, et ensuite vous avez le Haut Commissariat aux droits de l'homme, les commissions régionales, l'ONUDC. Donc vous avez le scope est très très large, donc ce n'est pas seulement le siège situé à New York. En parallèle, il existe aussi d'autres programmes JEA qui sont administrés par les fonds et programmes du système de l'ONU. Donc par exemple l'UNICEF, le PNUD, la FAO ou l'OIT ont leur propre programme de jeunes experts associés et donc ces programmes sont gérés de manière indépendante. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc ce programme en fait consiste est parrainé par plusieurs pays, plusieurs gouvernements, qui consiste à mettre à disposition du personnel de ces pays-là à disposition des Nations Unies. Donc, par exemple, les principaux sponsors ici sont la Chine, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Danemark, les Pays-Bas, etc. Mais faut savoir que chaque année, nous avons des nouveaux pays qui participent au programme et ce programme est un programme bien établi au sein des Nations Unies. Il existe depuis les années 60. Donc, c'est vraiment un programme reconnu par tous les bureaux, en tout cas du secrétariat de l'ONU. Voilà. Et il y a différentes manières de participer à ce programme. Donc, selon votre nationalité et selon votre nationalité, si votre pays a signé une convention, un protocole d'accord avec le secrétariat de l'ONU pour participer à ce programme, vous pouvez postuler directement au programme sponsorisé par votre pays. Et si, dans le cas contraire, votre pays n'a pas signé de protocole d'accord avec les Nations Unies, il y a toujours la possibilité aussi de postuler via d'autres programmes JEA avec d'autres pays qui
autorise d'autres candidats qui ne sont pas citoyens de leur pays à faire partie du programme GEA financé par ce gouvernement. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais on pourra en discuter par la suite. Et vous verrez que ce sera plus clair dans les slides suivantes. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, comme je le disais, certains pays ne financent pas en fait le programme GEA. Dans ce cas-là, il existe d'autres alternatives. Cette année, on a lancé le DCC Trust Fund, donc Developing Country Candidate Trust Fund, destiné à des candidats dont le pays ne fait pas partie du programme GPO. Comment cela fonctionne? Donc, en fait, il y a plusieurs pays qui ont signé une convention et qui se sont mis d'accord pour financer plusieurs postes de GPO, peu importe la nationalité des candidats. En fait, ce programme enfin, c'est pas un programme, mais ce fonds est destiné à un meilleur équilibre nord-sud dans la représentation géographique du staff des Nations Unies et donc ça permet également à des candidats de pays en développement de participer au programme JPO sans pour autant que leur pays soit participant au programme. Donc, le PNUD, l'UNESCO et l'OIT ont été désignés comme membres du comité directeur de ce fonds. Et le fonds est administré par DESA, donc, qui administre également le programme GPO du secrétariat des Nations Unies. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, au-delà de ce fonds, il existe aussi d'autres programmes. Donc, comme je vous l'ai dit, d'autres pays permettent à des candidats non citoyens de ces pays-là de participer à leur programme. Donc, nous avons notamment le programme des Pays-Bas qui sponsorise la moitié de ces JEA. Donc, la moitié des postes financés par les Pays-Bas est destinée aux candidats des pays en développement. Donc, il faut répondre à certains critères. Il y a une liste qui est diffusée par l'OCDE et sur laquelle se basent les Pays-Bas pour savoir quel pays ils vont sponsoriser. Ensuite, donc, les candidats de ces pays-là doivent avoir fait leurs études dans leur propre pays d'origine. Et ensuite, chaque critère dépend ensuite des programmes auxquels on participe. Donc là, je vous ai parlé du programme des Pays-Bas, mais il y a aussi l'Italie, la France, la Belgique, qui sont d'autres exemples de programmes auxquels vous participez, même si vous n'avez pas la nationalité de ces pays. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, de manière générale, le programme JEA demande à respecter certains critères. Donc, c'est un programme junior, mais qui demande quand même à avoir un certain nombre d'années d'expérience. Donc, on demande un minimum de 2 ans d'années d'expérience professionnelle. Quand on parle d'expérience professionnelle, il faut savoir que les stages comptent à 50% de leur durée effective. Donc, quand vous calculez votre expérience professionnelle, faites bien attention à ce point-là. C'est un programme aussi qui demande aux candidats d'avoir un diplôme supérieur, donc de niveau master ou bachelor. Donc, si vous avez un master, on va vous demander 2 ans d'expérience professionnelle. Si vous avez un baccalauréat, un bachelor, on va vous demander 4 ans d'expérience professionnelle. En termes de langue parlée et de langue requise, l'anglais, bien évidemment, est indispensable. Et ensuite, la maîtrise d'une deuxième langue officielle des Nations Unies est vivement conseillée. Donc, souvent, l'anglais et le français sont très importants. Et ensuite, la maîtrise de l'espagnol, du chinois, du russe, de l'arabe sont également conseillés. En termes d'âge, donc comme je vous ai dit, chaque pays a ses propres limites d'âge, mais en moyenne, la limite d'âge est fixée à 32 ans. Slide suivante, s'il vous plaît. En termes de recrutement, chaque gouvernement qui sponsorise le programme GPO est responsable de la présélection de ses candidats. Il nous envoie ensuite une shortlist de candidats et la sélection finale et le recrutement des candidats sont effectués ensuite par le bureau
les bureaux d'accueil des Nations Unies, les bureaux dans lesquels les postes vont être financés. Il faut savoir que le temps de recrutement peut prendre de 3 à 6 mois. C'est assez long, mais tout ça, ça dépend aussi du débloquement des fonds pour les postes, des visas et d'autres critères qui dépendent aussi de chaque poste et de la localisation aussi de ces postes dans le monde. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc comme je vous l'ai dit, chaque pays a ses propres modalités concernant le programme GPO au niveau national. Et donc souvent les postes sont publiés sur leur site du ministère des Affaires étrangères ou alors de sites dédiés pour ce programme. Seules les candidatures pour les postes qui sont financés sont acceptées. Donc on n'accepte pas de candidature spontanée. Il faut vraiment postuler aux postes qui ont été qui vont être financés par le gouvernement en question. En termes de candidature, donc il y a le CV qui est très connu au sein des Nations Unies, s'appelle le PHP, UN Personal History Profile, et c'est ce qu'on va vous demander de remplir quand vous soumettez votre candidature. Donc ça peut être assez long à remplir, mais sachez que ce document ensuite vous sera demandé à chaque étape de votre carrière au sein des Nations Unies. Donc c'est vraiment la référence en termes de CV. On vous demande de décrire toutes vos expériences professionnelles en détail. Mais sachez que ce document vous suivra ensuite tout au long de votre carrière au sein des Nations Unies. Et bien évidemment, une lettre de motivation pour le poste auquel vous postulez. Slide suivante, s'il vous plaît. OK. En termes de conditions de service, donc les JEA sont considérés comme des employés à part entière de l'ONU. Donc, ils ont droit aux mêmes allocations, aux avantages et salaires que le personnel de l'ONU recruté au niveau international. Le niveau de recrutement peut se faire au niveau P1 ou P2, encore une fois, dépendant du pays qui vous sponsorise. Et le contrat, c'est un contrat d'1 an renouvelable pour une autre année, voire pour une 3e année, selon aussi le programme auquel vous participez. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc là, c'est pour vous donner un petit aperçu de la répartition des JEA dans le monde. Donc, comme vous voyez, il y a New York, il y a un gros pool à New York, mais vous voyez qu'il y a vraiment des JEA un peu partout dans le monde. Et tout ça, c'est seulement les JEA du secrétariat de l'ONU. Donc, qui aujourd'hui, on compte 350 JEA au sein du secrétariat. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc là, je vous ai juste mis les liens pour aller consulter nos sites et avoir un peu plus d'informations sur le programme GPO. Nous avons également une adresse mail générique, donc vous pouvez nous écrire. Ça peut prendre un peu de temps pour recevoir une réponse, mais on reçoit les emails. Voilà, merci à vous. Un tout grand merci, Alexia, pour cette présentation très complète. J'ai peut-être une petite question directement. Quand vous nous signalez cette adresse mail hr-jpo@un.org, est-ce qu'on peut vous envoyer des questions dans d'autres langues que l'anglais? Est-ce qu'on peut vous envoyer une question en français, par exemple? Oui, bien sûr. Notre bureau de travail en français et en anglais. Raison de plus de vous contacter en cas de besoin. Merci à vous, Alexia. Vous restez avec nous encore quelques minutes. Si vous avez des questions à poser à Alexia, plus particulièrement sur certains aspects de la candidature à ce programme JPO, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et puis, nous allons maintenant partager la parole à Ophélie Musetta. Vous êtes passé par un parcours JPO au sein du département des opérations de paix des Nations Unies, ce qui vous a permis de construire une carrière à l'international. Aujourd'hui, vous travaillez dans ce secteur. On aimerait entendre votre témoignage, savoir ce que ce programme vous a apporté, et puis éventuellement 2-3 petits conseils pratiques que vous pourriez donner à nos participants ici présents. Ophélie, la parole est à vous. Solène. Alors tout d'abord, je suis ravie d'être parmi vous à cette rencontre importante. Et je remercie les organisateurs pour l'invitation.
Alors oui, je vais vous parler avec grand plaisir de mon expérience et notamment vous m'avez demandé de partager mon expérience du processus de recrutement, donc comment faire pour parvenir à obtenir un poste de GEA. Dans mon cas, jeune experte associée en affaires politiques au département des opérations de paix du secrétariat général de l'ONU à New York. Alors, il faut savoir que moi, au départ, je ne connaissais pas ce programme. J'en ai eu connaissance lorsque j'étais moi-même VN à Dakar, plusieurs années auparavant, et que j'ai été amenée à côtoyer d'autres GEA qui m'ont eux aussi parlé de leur expérience et du processus voilà, de sélection. Et donc, si j'ai un conseil, le premier conseil que je donnerais aux candidats, c'est d'être prêt, d'être préparé à tenir la longueur, parce que comme l'a dit Alexia, c'est un processus qui est long, avec beaucoup d'étapes. Donc, moi, je me rappelle qu'entre le moment où j'ai candidaté à l'appel et le moment où j'ai reçu ma réponse, il s'est écoulé au moins 6 mois. Donc voilà, il faut bien se préparer et anticiper. Ensuite, vous verrez que lorsque l'appel est publié, normalement, si ça n'a pas changé, vous aurez la possibilité de candidater à 2 postes différents. Alors, certaines personnes sont tentées de mettre en place des stratégies en termes de vœu numéro 1, vœu numéro 2, donc par rapport au poste publié par le ministère des Affaires étrangères. J'ai envie de vous dire, oubliez toute stratégie. Vous devez mettre en tout premier vœu le poste que vous voulez. Parce que si jamais, disons que vous considérez que le poste que vous voulez et sera très, très, très demandé, et que donc c'est mieux de mettre en numéro 2 un poste que vous voulez moins, mais où a priori vous avez plus de chance, et bien sachez que si vous obtenez à la fois votre vœu numéro 1 et vœu numéro 2, c'est le vœu numéro 1 qu'on vous donnera, à savoir celui que vous ne vouliez pas vraiment. Donc voilà, mettez en tout premier le poste que vous voulez. Ensuite, pour candidater à ce programme-là, la première étape, c'est de constituer un dossier auprès du ministère des Affaires étrangères et de le soumettre. Et donc, dans ce dossier, il y a notamment un CV, une lettre de motivation. Et le conseil que je donnerais, mais c'est le cas pour la plupart des postes de toute façon, je ne dirais pas que c'est propre au programme GEA, mais quand même, au sein des Nations Unies, c'est extrêmement important de faire en sorte que ce que vous mettez dans votre CV colle presque à la perfection avec la publication de l'offre, avec l'offre en fait, avec les termes de l'offre. Donc, si allez regarder dans votre expérience, comment dire, au niveau de la formulation et du jargon employé, il faut reprendre les mêmes termes en fait et les accoler. Je ne vous dis pas de mentir, je vous dis juste de reformuler sans travestir, mais pour faire en sorte que ça colle vraiment à ce qui est recherché et demandé. Donc ensuite, il peut s'écouler quelques mois avant que le ministère ne vous contacte. Et là, il faut quand même anticiper, donc vous préparer à l'entretien. Donc je vous conseille d'utiliser ces mois pour en fait voilà, préparer l'entretien au cas où vous êtes appelé. Et notamment, quelque chose de très important à faire, c'est de bien vous renseigner sur la structure d'accueil. Parce que vous serez interrogé lors de l'entretien. Encore une fois, si les choses n'ont pas changé, le ministère va chercher à tester. L'une des manières dont il va chercher à tester votre motivation et votre sérieux, c'est de voir si vous êtes renseigné en fait sur la structure d'accueil. Donc, mobilisez toutes voilà, vos connaissances, vos contacts, votre réseau pour essayer d'aller obtenir des informations voilà, en interne. Donc, dans le cas présent sur le département des opérations de paix, moi, j'avais été affectée à la division Afrique de l'Ouest. Et au sein de la division Afrique de l'Ouest, il y a ce qu'on appelle des IoT, Integrated Operational Team, donc des équipes opérationnelles intégrées qui suivent tous les pays où il y a une mission de maintien de la paix. Et donc moi, j'étais affectée à la mission, à l'équipe sur le Mali, donc qui suivait la MINUSMA. Donc voilà, conseil, renseignez-vous bien sur la structure, son organisation,
les différents départements, comment ça fonctionne, aller récolter le plus d'informations possible. Ensuite, bon, moi, dans mon cas, c'était à New York. Donc, il va falloir, même pour l'entretien avec le ministère, et même si l'idée était de propager l'influence française dans l'organisation, vous préparez en anglais, parce que vous aurez au moins une question en anglais pour tester votre maîtrise et votre pratique. Et donc, attendez-vous à pouvoir interroger en anglais sur n'importe quel aspect. Moi, j'ai eu une question en anglais. Donc ensuite, une fois que cette étape est passée, le ministère va sélectionner a priori 3 candidats qui va présenter, donc 3 profils qu'il va présenter à la structure, à l'organisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas automatique, c'est-à-dire que le ministère va vous prévenir qu'il va présenter votre candidature, mais ça ne veut pas dire que l'organisation va être intéressée par votre profil. Donc, moi, je me rappelle du cas d'un ami qui avait été sélectionné, donc il avait été sélectionné par le ministère, mais l'organisation ne l'a pas retenu parce qu'elle considérait qu'il n'avait pas le profil idoine. Bon, ça peut arriver, il faut le savoir. Mais donc, dans le cas où l'organisation veut vous recevoir en entretien, alors là, il faut être très réactif parce que ça s'enchaîne très, très vite. Le ministère revient vers vous et vous avez quelques jours, 2 jours, je crois, pour, comme le disait Alexia, remplir un PHP ou un P11, donc en anglais, qui reprend vraiment toute votre expérience selon le format onusien et en anglais. Donc, encore une fois, extrêmement important de bien coller, de bien faire en sorte que la manière dont vous formulez votre expérience, du plus possible, soit en adéquation avec la fiche de poste, reprennent les mêmes vocabulaires, parce que c'est vraiment une tournure d'esprit différente. Donc, il faut vraiment prendre soin de cet aspect-là. Et donc, vous aurez à peine 1 ou 2 jours, je crois, pour envoyer votre PHP ou votre P11. Donc, il faut être prêt. Moi, à l'époque, je crois que j'étais en vacances à Londres lorsque j'ai reçu ce message-là. Donc, j'ai dû tout mettre sur pause pour pouvoir me consacrer à cet aspect-là du recrutement et de la candidature. Ensuite, l'organisation va prendre contact avec vous directement pour vous proposer des créneaux pour des entretiens. Et elle va vous donner 1 semaine. Donc, vous avez 1 semaine pour préparer les entretiens. Encore une fois, l'importance de l'anticipation pour vous préparer à ce qu'on appelle le competency-based interview, donc l'entretien basé sur les compétences. Vous pourrez le trouver facilement en googlant et tout, et l'organisation vous le transmettra. Pardon, je parle du guide de préparation du CBI. Mais c'est mieux de vous le procurer auparavant pour vraiment voir en quoi ça consiste, parce qu'on va venir tester des compétences spécifiques, parce qu'a priori, à partir de votre dossier, on considère que vous avez le profil, vous avez les connaissances, l'expérience, mais ensuite on va aller tester différentes compétences comme l'analyse, la planification, la capacité d'organisation, la communication interpersonnelle, si c'est le cas si c'est des postes où il faut beaucoup rédiger, la capacité rédactionnelle aussi. Et donc, on va vous poser des questions sur des mises en situation. Racontez-nous comment vous y êtes pris et comment vous avez démontré cette compétence-là. Voilà, il va falloir aller chercher dans votre expérience, pour préparer l'entretien, vous allez chercher dans tous vos postes auparavant les exemples de mise en situation où vous avez fait la preuve de cette compétence précise. Et toutes les compétences sont listées sur la fiche de poste à laquelle vous avez candidaté. Donc, vous les avez, rien n'est caché. Vous les avez toutes, mais c'est à vous d'aller intelligemment aller chercher les exemples qui vont le mieux faire la démonstration de votre compétence. Alors, il y a 2 choses à savoir. La première, c'est que l'organisation va quand même aller tester votre connaissance du fond du dossier. Et ça va être dans la compétence professionnalisme. Donc, attendez-vous à avoir une question sur le fond. Par exemple, dans mon cas, il s'agissait
d'un poste au sein de l'équipe Mali qui accompagne la MINUSMA dans la mise en œuvre de son mandat. Et la mise en œuvre du mandat de la MINUSMA, c'est l'accompagnement à la mise en œuvre de l'accord de paix intermalien et c'est la stabilisation des régions du centre. Donc, j'ai eu une question sur mon analyse du processus de paix au Mali. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que en termes d'exemples, il faut le plus possible sélectionner les exemples qui correspondent au travail que vous allez être amené à faire dans l'organisation. Alors ça, c'est mon expérience personnelle des entretiens. Mais voilà, si vous savez déjà que ce qu'on vous demandera de faire, c'est de rédiger des rapports, je surveille l'heure, et que la compétence qu'on veut tester, c'est votre capacité d'organisation, et ben, n'allez pas donner un exemple où vous allez démontrer votre capacité d'organisation lorsque vous avez organisé une grande conférence, quand bien même c'est un grand événement onusien, etc. Allez plutôt donner un exemple où vous avez été capable de vous organiser et de gérer vos priorités dans le cadre de la rédaction d'un rapport que vous avez été amené à rédiger, peut-être avec des deadlines qui ont dû changer, etc. Voilà. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-ci. Donc voilà. Donc ça, c'était mon expérience du processus de recrutement avec les conseils. Et donc ensuite, voilà, une fois que j'ai pris mon poste, oui, voilà, il s'agissait, comme je l'ai dit, essentiellement donc de deux choses. D'appuyer, donc de fournir ce qu'on appelle en anglais un backstopping à la MINUSMA dans la mise en œuvre de son mandat et de faire le lien en fait avec les États membres pour tout ce qui concerne la fourniture de troupes, la fourniture d'équipements et de faire le reporting au sein du Conseil de sécurité sur la mise en œuvre du mandat de la MINUSMA. Donc en lien avec la MINUSMA, on est en lien constant avec eux. Voilà, rédiger les rapports du secrétaire général sur le Mali, sur la MINUSMA, rapports qui vont ensuite être présentés au Conseil de sécurité lors des débats pour faire le point sur la mise en œuvre et qui va donner lieu à la publication de nouvelles résolutions sur le mandat de la MINUSMA. Et puis, régulièrement, par exemple, moi, j'avais comme fonction de rédiger les rapports hebdomadaires qui étaient transmis au Conseil de sécurité. Donc, la MINUSMA envoie des rapports journaliers. Donc, tous les matins, la MINUSMA envoie on va dire un résumé de tous les événements saillants, politiques et sécuritaires, tous les développements politiques et sécuritaires qui se sont passés dans la journée précédente. Et donc, moi, j'avais pour fonction de résumer ce qui s'est passé d'important sur la semaine en mettant vraiment en avant, en allant sélectionner l'information et en mettant en avant ce qui est important pour le Conseil de sécurité, à savoir la mise en œuvre du mandat de la MINUSMA, tout ce qui peut avoir un impact d'un point de vue sécuritaire et politique sur la mise en œuvre de ce mandat sur le terrain. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Après, j'ai aussi été amenée à organiser des événements vis-à-vis des pays contributeurs de troupes et d'équipements. J'ai aussi été amenée à partir en mission au Mali, donc à Bamako, à Gao, accompagner le directeur Afrique de l'Ouest, à constituer des dossiers dans le cadre des missions, par exemple, la Deputy Secretary General est partie en mission à Bamako. Donc moi, comme j'étais le point focal femmes, paix et sécurité, et qu'elle allait rencontrer beaucoup d'associations de femmes, et qu'elle allait faire un point aussi sur le mandat femmes, paix et sécurité de la MINUSMA, c'est moi qui ai rédigé tout le dossier pour la DSJ en lien avec la section femmes de la MINUSMA. Et bien sûr, je rédigeais également pour le secrétaire, enfin pour les principals, donc le secrétaire général, le Under Secretary General, Assistant Secretary General, donc tout le senior management qui devait avoir des entretiens. Je leur faisais leur dossier, donc background et éléments de langage dans le cadre de leurs entretiens. Voilà, je m'arrête là parce que j'étais un petit peu longue et je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Un tout grand merci Ophélie pour toutes ces informations. Moi, je retiens surtout que, comme dans beaucoup de postes ONU et de manière générale, quand on veut candidater à l'ONU, il faut essayer d'aller chercher un petit peu le jargon de l'offre, de retenir les mots-clés pour, entre guillemets, calquer sa façon de candidater à la façon de recruter de l'ONU. Et ça, je pense que c'est valable dans à peu près toutes les candidatures qu'on fait au sein de l'ONU. Et puis, s'intéresser à ce système onusien qui est un petit peu plus spécifique des competency-based interviews, qui n'est pas forcément quelque chose sur lequel les pays issus de la francophonie sont très habitués. Donc, il y a une vraie montée en compétences à faire là-dessus si on veut aller se mesurer à ce type de poste. Alexia, Ophélie, je vais vous garder 2 minutes de plus pour répondre à quelques questions qui sont déjà apparues dans le chat. D'abord, j'ai une question sur l'aspect linguistique de Sedouba Silla. Pourquoi exiger l'usage de l'anglais obligatoire? Et de manière générale, j'ai envie de dire, quand on arrive et qu'on est francophone à l'ONU, quel est le degré de maîtrise de l'anglais qui est nécessaire? Je suppose que ça dépend aussi du type de poste sur lequel on postule. Il y a des postes où on va beaucoup interagir avec des anglophones et des postes où on ne le sera pas forcément. Et puis auprès du pays financeur et recruteur de ce programme JEA, donc Jeunes Experts Associés. Alexia, Ophélie, est-ce que vous avez peut-être des précisions à nous donner sur cet aspect linguistique de l'anglais? Est-ce qu'il faut qu'entre guillemets, les participants se sentent intimidés par l'usage de l'anglais? Est-ce qu'il faut vraiment être bilingue pour candidater à l'ONU? Alors, pour ma part, je pense qu'il ne faut pas être bilingue pour travailler à l'ONU. Mais par contre, la maîtrise de l'anglais est vivement recommandée. Et selon aussi les bureaux auxquels vous êtes affecté, la maîtrise de l'anglais sera différente. La maîtrise de l'anglais, la requise, le niveau que vous avez sera différent en termes d'exigence. Comme Ophélie l'a dit, si vous êtes mené à rédiger des rapports, à avoir des fonctions rédactionnelles importantes, évidemment, l'anglais la maîtrise de votre anglais devra être très élevée. En revanche, si vous avez des postes plus opérationnels, ou alors la langue de travail est principalement le français, cette fois-ci, votre niveau d'anglais, l'exigence requise sera peut-être un peu moins élevée. Donc, c'est vraiment à la discrétion ensuite du bureau qui va vous évaluer et tout dépendra aussi de votre affectation aussi dans le monde. Si vous êtes affecté, par exemple, en Afrique de l'Ouest, le français sera exigé et la maîtrise de l'anglais le sera aussi, mais peut-être dans une moindre mesure. Si vous êtes à New York, la maîtrise de l'anglais, c'est pas un secret, il faudra quand même l'avoir. Moi-même, j'ai fait partie du programme JPO, sponsorisé par la France. Quand je suis arrivée à New York, je ne me considérais pas du tout bilingue. J'avais une bonne maîtrise de l'anglais professionnel. J'avais déjà travaillé dans des milieux anglophones, mais pas du tout. Je me suis jamais considérée comme bilingue en anglais à cette époque-là. Donc, il faut dédramatiser un peu le sujet. Maîtriser l'anglais dans votre expertise professionnelle, c'est important. Après, vous n'avez pas besoin forcément. C'est vraiment selon le poste auquel vous postulez. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec tout ce qu'a dit Alexia et j'ajouterais que, en fait, dans mon cas, oui, c'était important d'avoir une maîtrise de l'anglais suffisante, mais la maîtrise du français, je dirais, est indispensable parce qu'au sein de la MINUSMA, en fait, certaines personnes, certains collègues ne sont pas du tout anglophones. Ils sont pas du tout anglophones, donc il faut être capable de dialoguer avec eux. Et pour ça, il faut absolument parler français. Donc, faites-en une force. Ne vous sentez pas intimidé. C'est vrai que dans vos interactions au jour le jour, au secrétariat, il faut pouvoir parler anglais parce que les réunions se font en anglais, notamment avec les autres équipes, les autres directions. Les documents à rédiger sont à rédiger en anglais, mais le français sera très, très valorisé également, notamment dans vos interactions avec le terrain.
Merci beaucoup, Alexia et Ophélie, pour ces précisions. Je vois que l'heure tourne, donc on va peut-être passer à la suite des hostilités. Solène, moi j'avais une question et je sais qu'Alexia et Ophélie vont nous quitter, mais en fait, comme Alexia l'a dit, donc grosso modo, le programme, il va rester le même, mais il peut y avoir des nuances, notamment sur les bénéficiaires en fonction des sponsors. Donc par exemple, Ophélie, je ne sais pas si tu l'as précisé, et toi, tu étais sponsorisé, enfin, c'était dans le cadre d'un JPO sponsorisé par la France. Et donc la question que j'avais pour Alexia, c'est est-ce qu'il y a un site internet qui recense tous les postes, quel que soit le sponsor, l'État sponsor, et aussi les pays auxquels sont ouverts les postes. Est-ce que l'information est centralisée ou est-ce qu'il faut aller sur le site de chaque ministère des Affaires étrangères pour vérifier si, en fonction de ma nationalité, je peux postuler ou pas à ce poste? Alors, sur le site de DESA, sur le site du programme GPO, vous avez les différents programmes GPO. Mais par contre, on ne va pas recenser tous les postes. Il faut ensuite que vous alliez sur chaque lien de chaque D'accord. programme, et parce qu'ensuite, le recrutement se fait d'abord au niveau national. Donc, Ok. c'est aussi pour éviter de recevoir des candidatures qui ne sont pas éligibles Mhm. que l'on fait ça. Donc, il faut vraiment après se renseigner auprès des candidatures, des programmes au niveau national. Et là, vous trouverez la liste des postes Ok. financés pour l'année d'après. Souvent, c'est le site du ministère des Affaires étrangères, mais encore une fois, ça peut varier selon les pays. Mhm. Mais dans la majorité des cas, c'est le site du ministère des Affaires étrangères. Merci. Merci Grégory pour cette question très pertinente. Effectivement, comment est-ce qu'on s'assure qu'on est au courant de toutes les offres en cours, de toutes les possibilités? C'est un petit travail de fond à faire, mais si ce programme vous intéresse vraiment et si vous pensez qu'il peut vous correspondre, ça en vaut la chandelle. On va parler maintenant d'un autre programme. Merci encore Alexia et Ophélie de nous avoir donné un petit peu de votre temps et puis on espère, on vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Je sais qu'on n'aura peut-être pas l'occasion encore de vous reposer d'autres questions puisque vous devez toutes les deux partir un petit peu avant l'horaire. Merci de votre temps et d'avoir participé à cette session d'information. Dans tous les cas, votre intervention sera disponible en accès libre sur notre page Facebook. Vous pourrez revoir ces présentations. Si vous voulez revoir les PDF, les présentations, vous pourrez les revoir sur notre site, sur notre page Facebook. Sans plus attendre, merci à vous Alexia. Sans plus attendre, je vais donc passer à cette seconde phase de présentation qui va s'intéresser à un programme un peu plus connu qui s'appelle le programme des volontariats des Nations Unies. Avec nous pour en parler, Faisou Lawson, vous êtes associé aux opérations en charge de recrutement des volontaires des Nations Unies, programme VNU à Lomé, au Togo. Vous allez nous parler de ce programme, comment y postuler et puis des différents types de postes concernés. Faisou Lawson, la parole est à vous. Merci Solène. Bonjour, bonsoir à tous les participants. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? D'accord, ça marche. Je voudrais dire merci, un sincère merci à REFOP d'associer une fois de plus le programme VNU à ce genre d'événement. Comme Solène l'avait annoncé au début, ce n'est pas la première fois que le programme VNU participe à un webinaire de REFOP pour renforcer la présence francophone dans les opérations de paix à travers les jeunes. C'est donc un honneur, un plaisir pour moi de présenter une fois encore le programme VNU, cette fois-ci en tant que porte d'entrée pour travailler dans le domaine du maintien de paix. Je suis Faisou Lawson, associé aux opérations de recrutement des volontaires des Nations Unies. Comme elle a dit, je suis basé au Togo, à Lomé, et je travaille pour la sous-région ouest africaine et centrale. Next. Le programme des volontaires des Nations Unies a été créé par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1970. C'est une agence de l'ONU qui a pour mandat de mobiliser les volontaires pour le système des Nations Unies et de promouvoir le volontariat
dans les programmes de développement en général et de paix, comme on l'a dit. Donc, depuis 1971, nous avons déployé plus de 50 000 volontaires et nous sommes fiers de faire la différence dans la vie de nombreuses personnes et de nombreuses communautés. Nous offrons une gamme variée de missions pour tout type de profil. Nous encourageons la diversité en étant inclusifs dans tous nos processus. Et nous faisons l'un des principes des ODD, et qui est celui de ne laisser personne de côté. Nous leave no one behind. En plus de cela, la santé et la sécurité sont tout autant importants pour nous, pour la bonne gestion des droits et des prestations des volontaires que nous recrutons. Next. Le siège du programme volontaire des Nations Unies se trouve à Bonn, en Allemagne, avec 6 bureaux répartis sur les 5 continents. Nous avons en Afrique ici deux bureaux, les bureaux de Dakar et du centre, qui se trouvent à Dakar, au Sénégal, et celui de l'Afrique australe et orientale qui se trouve à Nairobi. En 2022, nous avons affecté 12 408 volontaires dans plus de 166 pays. Donc, parmi eux, 62% étaient recrutés sur le plan national, ce sont des volontaires nationaux, et les 38 autres sont des internationaux, donc affectés en dehors de leur pays. L'âge moyen des volontaires que nous avons recrutés en 2022 était de 34 ans, donc c'est la jeunesse, et la plupart d'entre eux étaient des femmes. Next. Au programme VNU, nous avons plusieurs catégories de volontaires. Nous avons les experts qui ont plus de 15 ans d'expérience professionnelle, mais il y a aussi les spécialistes qui ont au moins 3 ans d'expérience et qui sont âgés de 27 ans au minimum. En dehors de ces deux catégories-là, nous avons celle des jeunes qui sûrement vous concernent, qui ont 18 à 26 ans. Nous avons des communautaires aussi qui ont un minimum d'âge de 18 ans, ainsi que les volontaires en ligne. Et ces 3 catégories cadrent bien avec le thème du présent webinaire. Donc, la plupart des catégories jeunes, la particularité des catégories jeunes, c'est que l'expérience professionnelle requise est de 1 mois à 2 ans. Donc, en tant que jeune, une agence ne va pas vous demander d'avoir 5 ans ou 3 ans d'expérience avant de postuler pour la catégorie jeune. Donc, avec une durée d'affectation pouvant aller de 3 mois à 24 mois, selon le type de catégorie jeune auquel vous avez postulé. Nous avons aussi, comme je le disais, les volontaires communautaires qui sont recrutés localement pour travailler au sein de leur communauté. Donc, c'est des gens qui ne quittent pas leur communauté parce qu'ils ont une connaissance de base de leur communauté. On les recrute pour travailler sur place. Et en dernier lieu, nous avons les volontaires en ligne qui, quant à eux, travaillent à distance pour aider les organisations sans contrainte de temps ni de lieu. Pour moi, c'est une opportunité de développement de compétences parce que tout le monde peut le faire et à condition que vous ayez une connexion Internet et vous pouvez travailler pour aider les autres organisations. Next. En tant que volontaire des Nations Unies, vous avez droit aux avantages suivants. Ils ont une indemnité au commencement de l'affectation ainsi qu'à la fin de votre affectation. Un billet de voyage et une indemnité d'installation si le lieu de votre affectation est différent de votre lieu de résidence habituel. Vous avez aussi une indemnité mensuelle pour vous permettre de vivre décemment et de couvrir les besoins primaires au cours de votre affectation. Vous avez droit à une couverture d'assurance, des congés annuels de paternité, de maternité, si vous êtes une femme. Et surtout, vous bénéficierez d'une gamme de formations pour continuer à développer vos compétences. Il y a sur la plateforme du programme VNU une série de formations auxquelles vous avez droit. Et aussi, l'agence d'accueil pourra vous offrir des formations complémentaires pour pouvoir compléter complètement votre mission. Next.
Dans le cadre de nos missions, de nos offres, tous les profils sont recherchés. Et des fois, les gens demandent quels sont les profils les plus recherchés. C'est vrai, tous les profils sont recherchés, mais les plus demandés dans les missions de paix concernent les domaines de gestion de projet, le domaine de communication, information, de reporting. Tout à l'heure, Afoyi en parlait, donc les reporting, c'est vraiment important. Nous avons aussi le domaine administratif en tant que support au niveau des missions, domaine approvisionnement et logistique. Il y a aussi le domaine logistique, le juridique et politique, où l'on retrouve les droits de l'homme, la protection des réfugiés, le soutien électoral, etc. Et il y a également d'autres domaines tels que la technologie et la santé qui viennent par la suite. Next. Next. Okay. Next, c'est le profil demandé, c'est enrichir les profils. Enrichir votre profil. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour devenir volontaire des Nations Unies? La première des choses, de s'inscrire sur la plateforme app.unv.org. C'est la première des choses. Inscrivez-vous, créez-y votre profil en renseignant vos qualifications, vos compétences, les détails de vos expériences. Tâchez d'écrire clairement vos tâches et résultats obtenus. Ensuite, je vous conseillerais de visiter régulièrement les opportunités sur le site VNU et, disons, sur le site de l'Observatoire Boutros Ghali qui republie les offres concernant les missions de paix. Et comme ça, vous allez chercher les missions qui sont publiées régulièrement. Au niveau du programme VNU, c'est quotidiennement que nous republions les nouveaux postes. Au niveau de l'Observatoire, je crois que c'est chaque 2 semaines, ou chaque semaine, voilà. Mais au niveau du programme VNU, chaque semaine, chaque jour qui passe, nous faisons des publications. Avant de postuler, mettez à jour votre profil pour augmenter vos chances d'être retenu pour le test de recrutement. Parce que ce n'est pas parce que vous avez postulé que vous êtes recruté, vous êtes sélectionné. Donc, mettez à jour votre profil avant de postuler. Ophélie l'a déjà dit, il faut que la fiche de poste cadre un peu mieux avec votre profil. Donc, il faut veiller à ça. Notez aussi que la mission de paix nécessite souvent un minimum de connaissances en anglais. C'est très important d'indiquer dans votre profil votre niveau de connaissance de l'anglais pour avoir beaucoup plus d'opportunités. Que ce soit niveau élémentaire, opérationnel, intermédiaire, courant, mettez ça pour qu'on puisse savoir, on puisse vous jauger pour voir dans quelle mesure, quel est votre niveau d'anglais. Pour moi, le niveau opérationnel est déjà assez bon. Même le niveau élémentaire, ça marche indépendamment des pays dans lesquels vous êtes affecté. Next. Je terminerai ma présentation avec les ressources qui sont mises à votre disposition sur nos différentes plateformes. Entre autres, nous avons le site des offres du programme VNU que j'avais donné avant, app.unv.org. Et le site est en anglais, en français et en espagnol. Donc, il est à vous de choisir la langue qui vous plaît le plus, que vous maîtrisez le mieux pour ne pas faire d'erreur. Parce que lorsque les gens travaillent, disons, je donne un exemple, lorsque les gens remplissent le profil, ils confondent son name et name. Son name et name, ce n'est pas la même chose en français et en anglais. Donc, les gens inversent le nom. Donc, essayez de faire attention en remplissant le profil. Nous avons aussi des capsules vidéo des recruteurs sur YouTube qui vous donnent des conseils sur comment améliorer votre profil VNU et avoir beaucoup plus de chances de devenir volontaire des Nations Unies. En plus de cela, nous avons des éléments de réponse sur les questions fréquemment posées, sur les conditions de service et d'autres ressources, les guides pas à pas, c'est en live ou bien c'est en vidéo que vous retrouvez sur app.unv.org/explore. Donc, toutes ces ressources-là se trouvent sur la page app.unv. Donc, c'est la plateforme unifiée que, en tant que recruteur, nous utilisons, en tant que candidat, vous utilisez, et en tant que partenaire hôte, ils utilisent. Donc, c'est une plateforme sur laquelle tout le monde va pour chercher l'information
qu'il veut. Vous pouvez aussi également nous suivre sur nos pages LinkedIn, Facebook, Twitter, etc. Merci pour votre attention. Je crois que c'est la dernière slide. Oui, c'est bon, merci. Donc, nous restons disponibles pour les clarifications, pour les commentaires à faire. Merci. Merci beaucoup, Fessou, pour toutes ces précisions. Moi, ce que je retiens, c'est que le programme de volontariat des Nations Unies, on peut y candidater qu'on ait 18 ou 80 ans. Il n'y a pas de question d'âge. C'est avant tout une question du niveau d'engagement que vous voulez mettre et puis du type de poste que vous visez. C'est ouvert à tous, à des niveaux de formation différents, avec des spécialités assez différentes, même si vous l'avez souligné, avoir une expertise plutôt en gestion de projet, c'est peut-être le type de poste qui revient le plus. Et puis, je retiens aussi toutes les ressources que votre équipe et puis l'équipe de recrutement des VNU a mis en place, notamment cette chaîne YouTube où il y a énormément de ressources. N'hésitez pas à aller voir, à les consulter. Il y a énormément d'informations qui sont utiles pour toutes les étapes de recrutement sur cette chaîne. Merci à vous, Fessou. Je vais donc donner la parole à notre témoin du jour, Visha, qui nous joint de la RDC. Visha, vous êtes volontaire au sein des Nations Unies à la MONUSCO, qui est donc la mission de paix des Nations Unies en RDC. Bienvenue, merci à vous d'être là. Et puis, c'est l'heure de nous partager votre expérience. Comment est-ce que vous en êtes venu à postuler à ce volontariat et puis comment ça se passe pour vous pour le moment? Bonjour à tous, merci à vous Solène de m'accorder l'opportunité de témoigner. Une pensée spéciale pour Clémence, avec qui j'ai beaucoup parlé pendant ces derniers temps, qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui. Alors, comme je disais, je suis Visha Megavadi Ramasamy. Je travaille actuellement en tant que responsable de la coordination financière au bureau d'appui du programme VENU pour la MONUSCO et je suis basée à Kinshasa, RDC. Je suis mauricienne et je suis titulaire d'un master en finance et investissement. Et avant de rejoindre la mission, j'étais analyste financier avec une expérience professionnelle en comptabilité, gestion financière, contrôle opérationnel, processus d'audit. C'était plus ou moins dans l'industrie pétrolière et énergétique. Alors que je travaillais à Dubaï, j'étais envoyée pour une visite d'audit à Goma, en RDC. Et depuis, j'étais très fascinée par un peu tout et c'était comme un rêve de rejoindre les Nations Unies. Cependant, quand même, j'étais très, très à l'aise dans mon travail puisque ça faisait quand même un peu de temps, un bout de temps que j'étais avec la compagnie dont je travaillais. Et comme on se disait, j'étais confortable et je ne voulais pas trop bouger. Alors, j'hésitais donc à tout laisser derrière et à recommencer à nouveau. Mais puis un jour, j'ai trouvé l'annonce pour le poste que j'occupe maintenant, le poste financier à Kinshasa. Et je me disais que puisque c'est mon domaine d'expérience, pourquoi ne pas postuler? J'ai postulé et puis un beau jour, on m'a contacté. Je dirais bien que le processus de recrutement s'est très bien déroulé. J'ai eu un entretien qui s'est très bien passé. D'ailleurs, comme Ophélie disait, ce sont des questions générales qu'on vous pose aussi pendant l'entretien. C'est, par exemple, on vous donne des scénarios où vous avez comment dire, vous avez des différentes problèmes et puis comment vous gérez, c'est quoi la priorité, comment vous allez faire et puis si vous avez déjà eu ces sortes de situations, vous avez dû apprendre une décision comme quoi donner comme priorité et tout. Et puis, ouais, c'est un peu ça. Mais comme aussi Fessou disait, on a beaucoup de vidéos sur YouTube qui aident beaucoup comment ça se passe, le processus de recrutement. Et puis, oui, c'est ça. Et puis, il faut toujours savoir aussi comment
quand vous postulez, c'est faire de sorte que ce que vous écrivez dans votre cover letter aussi, ça soit en ligne avec ce que demande le poste exactement, comme on dit, le job description. Alors, moi, je dirais que le bureau d'appui du programme Venu était très accueillant dans le sens où on me conseillait à chaque étape quelles allaient être les prochaines étapes requises. Et maintenant que moi, je suis aussi au bureau d'appui du programme, je comprends mieux comment se passent les étapes. Il y a, par contre, ça commence par la sélection et puis il y a l'entretien, il y a les tests médicaux et puis, comme tout le monde a dit d'ailleurs, ça prend un petit peu de temps. Ça peut prendre, pour moi, ça m'a pris 1 mois et demi, mais c'est plus ou moins à cause du visa et tout parce que quand même, on est au RDC et tout. Et c'était un peu ça, mon expérience. Je dirais aussi... pour clôturer, peut-être, je vais pas être très longue, alors je dirais qu'il existe des millions de différentes façons de faire du bénévole pour aider les autres. Je pense que faire du bénévolat, ça donne un sentiment d'accomplissement et pour moi, j'ai choisi d'être venue pour commencer le processus. Et je souhaiterais dire aux jeunes qui veulent être parmi nous qu'en tant que volontaire international des Nations Unies, vous arriverez à découvrir de différentes cultures, vous apprenez des différentes langues, parce que même que moi, je suis mauricienne, je parle et l'anglais, et le français, et le créole mauricien, et le hindi, mais c'est toujours rejoindre le programme, vous aide à élargir vos réseaux, vous arrivez à acquérir des expériences professionnelles et c'est une opportunité qui va vous servir en tant que citoyen du monde. Avec ça, je termine. Je vous dis merci encore une fois. Merci. Merci beaucoup, Visha, pour votre témoignage qui donne envie de devenir volontaire et de faire du bénévolat. On a pas mal de questions dans le chat. Je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes pour vous et pour Fessou. Alors, j'ai une question plus particulière sur les VNU communautaires. Et si on pouvait revenir peut-être aux différentes slides pour savoir quel âge il faut avoir pour ces VNU plus spécifiques. Et puis, j'ai régulièrement des questions relatives à l'âge dans ces programmes jeunes. Donc, on a vu le programme JPO, il y a une tranche d'âge un peu plus précise avec déjà une demande de 2 à 3 ans d'expérience. Sur les VNU, c'est beaucoup plus large. On est de 18 à 80 ans en fonction du type de VNU. Sachez aussi que si vous avez plus de 30 ans, plus de 35 ans, vous pouvez aussi tout simplement candidater à des postes classiques internationaux des Nations Unies. Nous avons dédié un webinaire à cet effet sur ces programmes précis, sur les postes qu'on appelle les postes de P1 à P4. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur notre page Facebook. Et du coup, je reviens vers vous, Fessou, justement pour cette question sur les VNU communautaires. Quelles sont peut-être les conditions plus particulières pour ce programme? Je pense que c'était l'autre PowerPoint, si je ne m'abuse. Je pense que là, on voit la présentation de Alexia à l'écran. Super. Merci Asma qui est avec nous à la technique, qui nous accompagne. Et je pense qu'on est à la bonne page. Fessou, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces programmes, s'il vous plaît? D'accord. C'est pas encore programme des communautaires, c'est ça? Oui. D'accord, exactement. Au fait, au début, il n'y avait pas les communautaires, mais on s'est rendu compte que pour faire certaines missions, on a besoin de la connaissance de la région dans laquelle vous êtes, dans laquelle la personne vit. Donc, au lieu de prendre quelqu'un de loin pour venir intervenir dans la communauté, on préfère prendre quelqu'un qui a une connaissance de base de la région, une question de base et un minimum de 18 ans. Quand il remplit ce critère-là, peut-être, en fait, il faut ajouter aussi les critères du poste auquel il a postulé. Donc, sur la base de la fiche de poste, les critères minimums sont l'âge, l'éducation de base, c'est peut-être le niveau 6e, 5e, ça dépend du niveau de base, même juste
formation technique, s'il est apprenti, mais il connaît le français, il connaît l'anglais. Là, on peut l'affecter dans la région pour des missions de 3 à 4 ans, à 4 ans, 3 mois à 4 ans. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autres conditions extra. Il ne faut pas être diplômé avant de faire du communautaire, même si actuellement, nous avons des volontaires communautaires qui ont niveau master et qui sont dans des régions où on ne trouve personne pour occuper le poste pour lequel on veut recruter quelqu'un. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est clair. La personne n'a pas besoin de bouger forcément, elle est dans sa région et travaille. C'est très clair, merci beaucoup. Et puis ça nous rappelle aussi que l'ONU est en demande, elle recherche des volontaires. Il y a des postes à pourvoir, il y a de l'expérience à aller acquérir à travers ces différentes opportunités. Je reviens un petit peu dans le chat. On a parlé un petit peu tout à l'heure des différents outils que vous avez développés dans le cadre du système VNU pour donner des clés, pour outiller les candidats. J'ai une question plus précise de Fulgence Kofi. Est-ce qu'il y a des séances de renforcement des capacités pour donner plus de chances aux postulants? Quels sont les différents outils que vous avez mis en place pour accompagner les postulants? Voilà, merci. Merci pour la question. Comme je l'avais dit, il y a les ressources en ligne et au niveau de chaque pays, il y a une unité de terrain. Donc, il y a une équipe de terrain qui existe dans chaque pays. Si vous êtes intéressé, vous approchez l'unité du pays. Au Togo, il y a une équipe qui est là. Dans tous les pays où il y a le programme VNU, il y a une équipe sur place qui peut vous appuyer, qui peut vous aider, qui s'occupe de ce genre d'activité. Des fois, ils font des sensibilisations, ils font des séances d'information, pas de formation, parce que la formation, vous l'avez déjà, c'est juste une information qu'on vous porte comme nous le faisons actuellement. On vous donne les conseils pour pouvoir augmenter vos chances de devenir volontaire. Donc, voilà un peu ce que nous faisons au niveau des field units, comme on l'appelle, des unités de terrain, pour renforcer les capacités des volontaires, des candidats. C'est bon à savoir aussi qu'on peut se renseigner aussi en fonction du pays où on a envie d'aller être déployé en tant que VNU, aller contacter l'équipe locale, rencontrer au moins en virtuel les équipes qui sont elles aussi là pour accompagner, pour vous aider dans votre démarche. Donc il y a vraiment des ressources à aller chercher là-dessus. Je me tourne vers Visha pour poser une question qu'on a déjà évoquée avec Alexia et Ophélie, mais c'est la question de l'anglais. On a à nouveau une question sur faut-il présenter son profil en anglais, même si les postes sont en français? Comment est-ce que ça s'est passé pour vous, la question de la maîtrise de l'anglais, sachant qu'à la MONUSCO, je suppose qu'au quotidien, vous travaillez essentiellement en français. Qu'est-ce que ça vous a demandé éventuellement comme effort en maîtrise de langue? Alors, comme moi j'ai dit, je suis bilingue. Je viens de l'île Maurice, alors c'est et l'anglais et le français. C'est vrai qu'ici à la RDC, on parle couramment le français, alors c'est it's a must, comme on dit. Mais par contre, comme Ophélie disait, c'est les rapports et tout, c'est en anglais. Alors, comment dire, il faut en avoir les deux au moins pour moi, là, c'est requis que j'ai les deux. Mais par contre, comme aussi Alexia disait, ça dépend aussi du poste que vous occupez parce que peut-être que si vous êtes dans un field work comme si, il n'y a pas le besoin de communiquer avec je ne sais pas trop comment expliquer, mais alors ça se peut que vous n'avez pas le besoin d'avoir les deux langues, mais c'est toujours bien d'avoir les deux. Mais comme aussi c'est dit, il y a beaucoup de postes que on stipule pas la requise impérative d'une langue, mais ça dépend.
Alors, ça va être différent pour les différentes pauses. D'ailleurs, comme j'ai aussi la parole, je souhaiterais ajouter quelque chose, Solène. C'est juste pour ajouter que au programme Venu, on sollicite beaucoup le gender equality. Alors, on va encourager beaucoup les femmes de postuler et tant que vous pouvez postuler et on essaie d'avoir un gender equality, alors vous êtes les bienvenus. Merci. Oui, Fessou. Ah, d'accord. Non, c'est en tant que recruteur, voilà, tu as parlé en tant que candidate. Maintenant, moi, je parle en tant que recruteur. Pour les postes internationaux, surtout, si vous parlez anglais déjà, il vaut mieux remplir votre profil en anglais. Parce que là où vous allez, c'est l'anglais. L'anglais disons, de toute façon, ils vont parler anglais. Ce n'est pas seulement le français, même si c'est un pays francophone. Les Nations Unies, c'est d'abord l'anglais. On a mal des fois parce que tous les documents officiels viennent d'abord en anglais et c'est quelques jours après, quelques semaines après que la version française n'arrive. Donc, si vous parlez anglais, c'est déjà bien. Mais si vous ne pensez pas quitter votre pays, si votre pays est francophone, si vous ne pensez pas quitter votre pays forcément, vous voulez un poste de volontaire national, autant le faire en français si vous êtes à l'aise en français, plus à l'aise en français qu'en anglais. Donc, c'est le conseil que je peux vous donner en tant que recruteur. Merci. Je crois qu'il y a aussi une question par rapport aux catégories de volontariat ONU. Donc là, c'est une question de Hassan qui demande comment se présenter pour la catégorie étudiant volontaire. Je pense que c'est plus par la catégorie universitaire. Est-ce que les différentes catégories de volontariat ont différentes plateformes ou est-ce que c'est la même plateforme à chaque fois? Je pense que c'est ça la question ici, si je me trompe. Merci pour la question. C'est la même plateforme. Il n'y a pas de plateforme différente pour les différentes catégories. Donc, lorsque vous allez là-dessus, vous allez sur la plateforme, vous pouvez sélectionner selon la catégorie dans laquelle vous voulez postuler et vous avez la main pour le faire. Merci. Merci. Eh ben, on se dirige doucement vers la fin de cet échange. Malheureusement, on va être à court de temps, même si je sais qu'il y a encore beaucoup de questions dans le chat. Je sais aussi que Fessou, ici présent, et son équipe et tous les acteurs onuviens qu'on a vus sur le programme Jeunes Associés ou bien sur les programmes VNU, il y a des espaces pour que vous alliez leur poser des questions aussi par mail sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, ils sont là pour ça. Ils ont créé toute une série d'activités justement pour que vous ayez l'occasion de clarifier votre compréhension de ces programmes et pour vous donner envie aussi de candidater à ces différents programmes au sein des Nations Unies, au sein des différentes opérations de paix des Nations Unies. Je tiens à remercier encore les différents intervenants qui ont pris du temps aujourd'hui pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de ces deux grands programmes. Alexia Tambi, Ophélie Mousseta, Ramasamy Megavadi Visha et puis Fessou Lawson. Merci également à Grégory Robert de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est l'occasion de donner un dernier mot à nos intervenants juste avant que je le fasse et je vois Grégory Robert qui est prêt, qui est sur les starting blocks. On va lancer un petit sondage pour apprendre à mieux vous connaître, vous qui avez participé à cet événement. Merci à vous. L'objectif, c'est simplement de mieux vous connaître et de savoir si cet événement vous a été utile. Grégory, la parole est à vous. Non, je voulais juste rapidement partager aussi mon expérience et notamment sur le programme des volontaires des Nations Unies pour la petite à Bamako au Mali. Déjà un premier point sur l'anglais et le français. Donc je m'inscris totalement dans ce qui s'est dit et je fais aussi le lien avec ce qu'on a pu avoir comme échange sur d'autres programmes de recrutement aux Nations Unies. Et pareil, enfin là, on va être très cash et très direct. Je pense, et c'est ce qui apparaissait en filigrane,
on travaille dans une organisation internationale. Donc, il faut avoir un minimum de base en anglais et le niveau d'exigence va varier en fonction du poste et du pays. Et ce dont on est sûr, donc il faut avoir un minimum dans les deux, en anglais, ce dont on est sûr, c'est si on est dans un pays francophone, le fait de parler le français sera un atout indéniable. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir une petite base quand même en anglais. Et le français, c'est pas parce que vous avez parlé français que ça va vous desservir. Au contraire, ça va être en plus par rapport au niveau basique en anglais. Et là, je rejoins aussi Fessou. Puis le poste est tourné vers l'international, puis le poste est tourné vers New York. Donc moi aussi, j'encouragerais à ce que le CV soit en anglais, et même en valorisant le fait qu'on parle français, mais le faire en anglais, ne serait-ce parce que malheureusement, les recruteurs, souvent, ce ne sont pas des francophones. Donc, en le faisant en anglais, donc, vous pouvez toucher un scope de gens plus importants, étant donné que les gens parlent plus anglais que français. Et un dernier point là-dessus, c'est faut pas être complexé, c'est-à-dire ne pas se censurer. Donc, les gens ne parlent pas parfaitement bien aussi l'anglais quand il s'agit de pays non francophones. Donc, il s'agit avant tout de parler le UN English. Donc, le UN English, c'est pas l'anglais de Shakespeare. Donc, on attend surtout de vous, et ce qu'on a dit aussi, j'ai entendu d'autres dire ça, c'est en anglais opérationnel et straight to the point, et c'est le cas de le dire. Et un dernier petit point que je voulais soulever, c'est que moi, je trouvais intéressant d'avoir comme témoignage ceux d'Ophélie et de Visha, parce que ça montre bien le scope de la diversité des profils recherchés. Donc, on peut avoir des gens qui travaillent sur les affaires politiques, droits de l'homme, aide humanitaire, etc., ce qu'on appelle, pour aller vite, les fonctions substantielles. Et on a aussi des postes en lien avec les fonctions, les directions de support, administration, management, logistique, finance, etc. Et donc là, c'est vraiment intéressant et pour vous d'avoir ça en tête pour vous inviter justement à être vigilant sur les différentes offres, parce que il peut toujours y avoir une offre qui peut correspondre à votre profil. Merci. Merci pour toutes ces précisions, Grégory, et puis pour ce partage d'expérience également. Je vais renchérir encore sur la question de la linguistique. On avait eu l'occasion d'échanger l'année dernière avec Rachel Django-Demian dans le cadre d'un séminaire sur un réseau qu'on appelle le Senior Women Talent Pipeline. Et quand la question de la langue était arrivée, elle-même était francophone, avec quelques connaissances en anglais, et son témoignage, c'était de dire « j'ai appris l'anglais pour le test, pour l'examen à l'ONU, et ensuite, je n'avais de l'anglais à faire que quand j'avais des tâches très administratives à faire. » Donc, le reste de son travail, ça a été en français. Elle a fait un effort particulier pour simplement pouvoir passer l'examen, et entre guillemets, elle a atteint un niveau minimum en anglais. Comme soulignait Grégory, on n'a pas besoin d'être purement bilingue ou d'avoir un accent parfait. L'ONU English is the best in the world. Donc, ne vous mettez pas une barrière en vous disant « j'ai pas assez de connaissances en anglais ». Si vous voulez en avoir un peu plus, vous avez la possibilité de faire des efforts de votre côté, et je pense que les outils de Fessou et des systèmes VNU pourraient vous aider dans ce sens-là. Mais sachez que la maîtrise de l'anglais, c'est pas la barrière dont elle a l'air. Il y a la possibilité d'aller faire énormément de postes qui sont essentiellement francophones sur le terrain, où l'anglais est accessoire parce que ce sont essentiellement des tâches administratives. Et au final, l'anglais sera surtout une façon de vous faire un petit peu sélectionner à l'entrée. Sur ces belles paroles, je vais vous remercier à tous et à toutes d'être restés avec nous jusqu'au bout. On dépasse un petit peu sur le temps imparti. Merci également à ceux et à celles qui ont répondu à notre petit sondage, qui nous permet aussi de mieux vous connaître, de savoir aussi d'où vous venez, quels sont vos besoins, et si cet échange a répondu à vos besoins.
Si vous voulez être tenu au courant de nos activités, de nos prochains webinaires, de nos offres d'emploi, des statistiques du maintien de la paix et plein d'autres activités, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. On va vous la mettre en lien dans le chat. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn. On y publie tous les lundis le lien vers les nouvelles offres d'emploi au sein des opérations de paix francophones des Nations Unies. Et puis, avant de vous libérer, je me permets de vous signaler que nous avons également lancé récemment un questionnaire, un petit sondage pour faire le point sur nos différentes activités, en particulier sur la lettre d'information de l'Observatoire Boutros-Ghali. L'objectif, c'est de recueillir votre avis pour améliorer cette lettre d'information, cette newsletter, qu'elle serve au mieux les personnes qui nous suivent. Vous pouvez retrouver le lien vers ce petit questionnaire dans la discussion ou le retrouver tout simplement sur notre site web, sur la page de garde. Il est facile à retrouver. Ça nous permettra de mieux vous connaître et puis de mieux vous informer sur les éléments qui vous paraissent les plus utiles. Merci à tous d'être venus. Merci à vous, intervenants. Je pense à Alexia et Ophélie qui nous ont déjà quittés, mais également à Visha et à Faisou qui sont encore parmi nous. Merci Grégory, Robert pour ce partage et puis pour le soutien de l'OIF dans ce type d'événement. On vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis une fois encore, si vous voulez voir et revoir cet événement, allez voir notre page Facebook qui sera disponible dans quelques minutes. La vidéo peut être vue, revue, enregistrée, téléchargée, tout ce dont vous avez besoin. En vous souhaitant à tous une excellente journée. Merci et au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.